C'est toujours avec plaisir que je vais à travers vos petits écrans, dans vos maisons, dans vos bureaux, pour partager de l'actualité congolaise, au-delà du factuel, comme j'aime bien le dire, dans l'émission Mag le Bazar. Mag le Bazar, en tout cas, aujourd'hui, va vous présenter un travail très alléchant, hautement politique, pourquoi pas philosophique et puis socio-politique. Il faut rappeler que hier, il y a eu une communication dans la ville, une communication qui a porté essentiellement sur le discours de la République. Et ceci, vous allez constater que depuis que le Congo a eu à célébrer donc la République, les langues se sont déliées, intellectuelles, politiques, population. On essaie de penser sur la République. C'est bon la loi que les humains doivent le faire. Et donc la communication a été livrée, c'est un discours, par Maître Charles Anissé Poiti Amar, qui n'est pas, qui pour la première fois n'est pas passé à cette émission. Habituellement, je crois, ça c'est pour la troisième fois. Qui est Monsieur Amar Poiti, ou Poiti Amar? Il est cadre congolais résident au Canada. C'est un ancien élève du Sciences Po Lyon en France. Il est en même temps, il est sorti de EHEC de Montréal, de l'ENA du Canada et de l'école du barreau de Québec et du barreau de Paris. Il est aussi arbitre, médiateur, agréé à l'Institut de médiation et de l'arbitrage du Québec. Et nous avons voulu savoir pourquoi donc cette communication, pourquoi discourir, pourquoi un avocat devait-il discourir autour ou sur la République. Bonjour, monsieur Amar. Bonjour, monsieur Okilas. Merci d'abord, malgré vos charges, d'accepter ce plateau, parce qu'après votre communication, il faut le dire comme on dit au Congo, ça allait dans tous les sens. Et nous vous emmenons sur ce plateau pour édifier l'opinion sur ce discours que vous avez tenu sur la République, sur la place de Brazzaville. Première question, quelle est la motivation de ce discours? Pourquoi avoir discouru sur la République? Et je vous dirais que j'interviens dans ce discours parce qu'il y a un autre discours qui est officiel, on va dire, parce que c'est celui des institutions, qui consiste à présenter comme la République ou la date de naissance de la République, la date du 28 novembre 1958. Et cette date n'est pas n'est pas la bonne date de naissance de la République du Congo. Et la République est une chose tellement importante qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une quelconque légèreté sur ce sujet-là. Et une communauté nationale, comme un individu ne peut pas se tromper sur sa date de naissance, une communauté nationale doit savoir à quel moment elle a posé quel acte fondateur. Donc à quel moment, si elle est une république, à quel moment elle a créé la république. Si c'est une monarchie, à quel moment elle a créé la monarchie. Donc c'est très important de connaître la date. Alors effectivement, nous allons commencer par la date parce que il est connu par tous les Congolais, que la République du Congo a été déclarée en 1958, raison pour laquelle le Congo venait de célébrer cette République. Où est le problème? Le problème, il se trouve dans l'interprétation qui est faite de la proclamation qui avait été faite en 1958. Parce que d'abord, il faudrait tenir compte du contexte. J'irai dans le détail en ce qui concerne cette proclamation, voilà, mais il faut tenir compte du contexte. Quel est le contexte? C'est celui de la fin de la colonisation. Donc, nous sortons de deux guerres mondiales. D'abord, il y a eu une première guerre dans laquelle il est adopté pour la première fois au niveau international, en tout cas communautaire, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais les puissances qui participent au traité de Versailles, à la conférence de Versailles, qui prennent ces décisions-là, la France fait partie de ces puissances. Et ces puissances pensent que ce droit ne doit pas s'appliquer à d'autres races que la race blanche. Donc, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'arrête à la race blanche et ne s'applique à ce moment-là qu'au peuple
de l'Est de l'Europe, tels que les Polonais, les Roumains, les Ukrainiens, tout ça, parce qu'il s'agissait du morcellement de leur territoire. Et pour les autres peuples, cette question-là ne s'est pas posée particulièrement pour les Africains, puisqu'on avait estimé que la conférence de Berlin avait réglé la question. Donc ce droit-là, les Africains n'en bénéficieront pas. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la naissance des Nations Unies, qu'il y a l'universalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça s'applique à ce moment-là, notamment aux peuples africains. Mais la France, qui était encore une puissance et qui était parmi les vainqueurs à la Première Guerre mondiale, qui s'était opposée à ce que ce principe s'applique aux peuples africains, n'est pas dans la même position de force pour s'opposer à l'adoption de la Charte des Nations Unies, donc l'inscription de ce principe de façon universelle. Et donc, à ce moment, elle se trouve dans une contrainte, c'est qu'elle devra décoloniser. Toutes les puissances doivent décoloniser. Et l'Amérique, qui est, avec l'Union soviétique, les deux superpuissances de l'époque, l'Amérique veut affaiblir les anciennes superpuissances en les séparant de leurs anciennes colonies. Donc il faudrait que ces peuples colonisés deviennent indépendants pour que les anciennes puissances soient affaiblies. Et donc la France est face à un dilemme. Et à la tête de la France se trouve le général de Gaulle, dont tous les écrits et toute l'œuvre montrent qu'il n'a jamais voulu de la mort de l'Empire français. Et donc il fera tout pour que les colonies ne deviennent jamais indépendantes. Et ça va commencer en 1946. Donc la Constitution française qui est adoptée en 1946, déjà la première proposée par de Gaulle, qui est rejetée, faisait une proposition d'union. Il y aura, celle-là est rejetée, il y a une seconde qui va être acceptée, mais qui va proposer une union dans laquelle les anciennes colonies seraient membres de l'Union et ne seraient plus des colonies. C'était ça l'idée. C'est ça. Mais il se trouve que dans ce référendum de 1946, les peuples africains n'y participent pas. Et donc la communauté internationale, particulièrement les États-Unis qui font pression pour qu'il y ait eu une décolonisation, n'acceptent pas que la colonisation est finie dans l'ancien empire français, puisque les peuples colonisés n'ont pas participé au référendum. Voilà la chose qui se produit. Et donc là, les Français vont être obligés d'entrer dans un processus qui fera en sorte que les peuples en question participent au référendum, et pour cela, il faudrait qu'ils deviennent français. Or, ces peuples n'étaient pas des Français, c'était des sujets français. C'est donc par la Constitution de 1958 que les peuples en question vont devenir français. Mais le fait avec ce problème, le problème de la Constitution de 1958, d'un point de vue juridique, il est assez complexe parce que pour que vous puissiez participer à un référendum, il faudrait que vous soyez citoyen. Donc il aurait fallu que les peuples en question deviennent d'abord des citoyens français pour participer ensuite à un référendum en tant que Français et choisir leur destin. Or, ils n'étaient pas devenus Français avant. C'est cette constitution qui va dire que tous ceux qui sont sur le territoire sont des Français. Et donc, la constitution elle-même porte plusieurs ambiguïtés. Il y a cette ambiguïté de nationalité et de citoyenneté. Il y a ensuite le fait que cette constitution dit que les anciens territoires auront la possibilité de choisir les anciennes colonies, je veux dire, qu'on appelait en ce temps les territoires de la France d'outre-mer. On dit qu'ils auront la possibilité de choisir deux statuts. Ou bien ils deviennent des départements français, ou bien ils deviennent des États membres de la communauté. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est que l'État membre dont il s'agit,
on ne parle pas ici d'un État au sens où on l'entend en droit constitutionnel. Au sens propre du terme. Voilà, ce n'est pas un État au sens du droit constitutionnel, parce que l'État au sens du droit constitutionnel est un État qui jouit de la souveraineté. Donc il jouit de deux types de souveraineté, la souveraineté interne et la souveraineté externe. Or, que dit la Constitution dont il s'agit? Voilà. Elle dit que les territoires qui choisiront de devenir des États jouiront de l'autonomie. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'une république est née si un État n'est pas né au sens du droit constitutionnel. Parce que la république, elle naît lorsqu'il y a un État. Soit elle est engendrée pendant que l'État existe déjà, soit elle naît concomitamment avec l'État. Mais elle ne peut pas naître sans État. Donc, s'il n'y avait pas d'État, mais simplement une appellation, c'est un peu comme quand vous avez là sur la table, si vous mettez une canette de Coca-Cola, moi je regarderais, je dirais c'est du Coca. C'est du Coca, ouais. Mais il peut être vide. Absolument. Bon, donc on avait mis dans cette constitution que les anciens territoires choisiront le statut qui leur conviendra, et ces territoires pouvaient choisir de devenir des États, mais ce n'était donc pas, comme je disais tout à l'heure, des États au sens propre. Et de surcroît, non seulement que cette constitution dit qu'il ne jouissait que de l'autonomie, mais en plus, au niveau international, pour que vous soyez un État, vous avez la Convention de Montevideo de 1933 qui établit les critères retenus par la Cour internationale de justice pour qualifier une entité d'État. Il y a 4 critères. Parmi les 4 critères, le dernier, c'est la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Donc, la possibilité de conduire une politique étrangère. Et ce 4e État, c'est la souveraineté externe. Voilà. Que dit la Constitution de 1958? Elle dit à l'article 78 que la conduite des relations internationales est du ressort de la communauté. Donc les États dont on parle n'avaient ni souveraineté interne, ni souveraineté externe. Évidemment. Ce n'étaient pas des États malgré l'appellation. Et si nous revenons à la proclamation de la République. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre, si ici c'est une question de sémantique, il ne faudrait pas confondre la proclamation de la République et la création de la République. Il ne faudrait pas confondre la proclamation et la République. Tentons de nuancer alors. Si vous dites tout de suite, je suis milliardaire, ça ne fait pas de vous un milliardaire, on est d'accord. Okay. Bon, donc, si vous proclamez une république, ça ne fait pas que vous ayez une république. En 1958, c'est ce qui s'est passé. Donc, des gens se sont mis ensemble et ils ont dit, quand vous lisez le texte même, le texte dit « Le territoire du Moyen Congo choisit de devenir la République du Congo ». Donc, c'est le nom, il y a un changement de nom. On change le nom de territoire du Moyen Congo pour devenir République du Congo. Ce n'est qu'un nom. Mais ce n'est pas une république parce que ce n'est pas comme ça qu'on crée un État et ce n'est pas de cette façon qu'on crée une république. Et qui prend l'initiative. Et pour l'initiative, vous faites très bien de poser cette question parce que pour l'initiative, la France qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour que les territoires ne sortent pas de son giron, parce que souvenez-vous, elle est sortie de la Deuxième Guerre mondiale affaiblie. Très affaiblie. Le territoire a été dévasté. Et au moment où elle est en train de travailler sur ce processus de décolonisation, il y a des peuples qui ont déjà pris des armes contre elle. C'est ça. Il y a le Vietnam à l'époque, donc sous l'Empire français, qui a pris les armes contre la France.
en 1946, ils ont déclenché la guerre d'indépendance et ils ont gagné la guerre d'indépendance. Oui. Au moment où la France est dans le processus de décolonisation avec les Africains, elle est en pleine guerre d'indépendance avec l'Algérie. Elle venait d'avoir un commencement de guerre avec Madagascar. Voilà. Et donc, il y avait le risque que le feu prenne partout. Il y avait urgence, il fallait faire quelque chose. Et c'est dans ce contexte qu'on va distribuer des appellations à des peuples africains qui, il faut le rappeler, il s'agissait des populations illettrées. Souvenez-vous que jusqu'aux années 80, il y avait encore des illettrés au Congo. Donc, il s'agissait des illettrés qui s'exprimaient dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc, le référendum, supposons même qu'il y ait eu que les vraies questions aient été posées et que les écrits aient été clairs, ça devait les échapper. Les gens n'auraient pas été capables de comprendre de quoi il s'agissait. Absolument. Donc, et d'autre part, l'élite politique congolaise qui traite de ces questions-là, c'est une élite qui a quel niveau d'instruction à l'époque? Les gens dont nous parlons sont des personnes qui n'avaient pas de bac. Oui. Toutes les personnes alignées dans l'élite politique de l'époque, ces personnes qui ont travaillé sur ces questions de 1958 n'avaient pas de bac. Non, ils n'avaient pas ces notions-là. Ne savaient pas de quoi elles étaient en train de parler. Le concept de république n'est pas un concept que vous mettez dans les mains d'un lycéen, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, vous demandez à un lycéen de vous parler de république, il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Donc, s'il va voter une délibération écrite en français par des Français, et on lui demande de voter, il vote. Et donc, c'est ça qui s'est passé en 1958. Non seulement que l'élite n'avait pas forcément les ressources intellectuelles pour saisir parfaitement la situation dont il s'agissait, mais en plus de ça, une analyse juridique avec le recul nous permet de savoir qu'il ne s'agissait ni d'État ni de République à l'époque. Et pourtant, les Congolais, au cours de l'histoire, ont créé une République. Et il faudrait donc s'adresser aux sachants, des personnes possédant la matière, pour aller chercher au cours de notre histoire, est-ce qu'il existe des matériaux nous permettant de dire qu'il y a République. Ces matériaux existent et c'est de cette République qu'il faut parler. Voilà, c'est ça tout l'intérêt, parce que hier, en vous suivant, vous avez évoqué cela et nous avons suivi de près la diffusion de ces éléments à travers tous les canaux. Ça suscite pas mal d'interrogations. C'est comme, bon, ça surprend un peu. Les gens sont habitués à cette République ancienne créée par la France. Et donc la question, puisque vous dites que dans le cours de l'évolution de notre société, nous, Congolais, avons eu à créer notre République, contrairement à la République créée par la France. Oui. Quand cette République a été créée, et dans quelles conditions, dans quelles circonstances, et où? Comment je vous l'ai dit? La République au Congo. Je ne vous parle pas de la République du Congo. Oui. La République du Congo, c'est une appellation qui est apparue en 1958, comme c'est apparu au Tchad. Voilà. Le même jour d'ailleurs. Oui, au Tchad, il y a une République du Tchad qui est apparue exactement dans les mêmes circonstances qu'au Congo. Et on l'appelle comme ça. Et il y a la République du Togo, la République du Bénin, et ainsi de suite. Bon, donc, tous ces pays-là, toutes ces appellations apparaissent à ce moment-là. Mais les républiques, il faudrait d'abord définir le concept pour que l'on comprenne pourquoi on dit qu'à ce moment-là, la République n'est pas née. Voilà. La République est un mode d'organisation de l'État. C'est un mode d'organisation des pouvoirs de l'État. Et aujourd'hui, il y a deux modes qui sont connus à travers la planète, c'est la monarchie et la République. Et les deux naissent de deux façons différentes. La monarchie est un fait du prince. C'est quelqu'un qui, par la force, arrive et dit aux autres « Je suis le plus fort
et je m'impose, je dis que ça va se passer comme ceci. J'ai tous les pouvoirs sur moi, donc il y a un monarque. Et ce monarque, il y a une exception dans l'histoire, chez les Espagnols par exemple, où la monarchie a été restaurée. Mais la restauration n'est pas la naissance. Donc Franco restaure la monarchie, mais la monarchie, partout où elle est apparue, c'est un homme fort qui arrive et qui dit « Vous, l'ensemble tel que vous êtes, je ne vous laisse plus vous comporter comme ça. » Mais on va aller droit dans la République. Oui, donc... Oui, la nôtre. Oui. Donc, comment elle a été créée, dans quelle condition? Non, il faudrait qu'on explique la République en elle. On va jouer au temps. D'accord. Donc la République, à la différence de la monarchie, la République naît par contrat. La République est un pacte entre les citoyens. Ça veut dire que lorsque vous dites que vous allez être une République, la première chose que l'on comprend, c'est que vous ne voulez pas qu'il y ait un seul homme qui ait tous les pouvoirs. Ça, c'est donc vous rejetez la monarchie. Elle met faire au reste des... Voilà. Donc, vous voulez que le pouvoir, vous voulez que la communauté soit une chose publique. Elle n'appartient à personne, elle appartient à tous. Et ça, ce n'est possible que par entente. Et donc, les Congolais créent la République à la conférence nationale. Parce que qu'est-ce qui se passe à la conférence nationale? Et le récit apparaît dans le premier paragraphe du préambule de la Constitution de 1992. Ce préambule dit « Nous, peuple congolais, depuis le lendemain des indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous ne jouissons pas de liberté. Nous sommes malmenés. Nous vivons le tribalisme. Nous vivons des abus. Nous vivons tout ceci et nous n'en voulons plus. » C'est ça ce que font les Congolais. Ils disent « Nous n'en voulons plus ». Comment ils font pour arriver à cela? Ils s'opposent à un système. Il y a à l'époque un parti unique qui régente la République, qui régente la société. Il impose sa vision. Il dit toutes les femmes doivent être dans une organisation. Tous les travailleurs doivent être dans une organisation. Tous les jeunes doivent être quelque... Donc, on impose une démarche, une vision de la société à tout le monde. Et les Congolais disent ça, nous n'en voulons plus. Nous voulons que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. On ne veut plus, on veut avoir la liberté de conscience, on veut avoir la liberté d'expression, nous voulons avoir la liberté d'entreprendre, nous voulons être libres dans notre pays et de surcroît, on voudrait que celui qui exerce les pouvoirs, il faudrait que nous l'ayons choisi. Il ne doit pas s'imposer à nous, il fait un coup d'État, nous devons le choisir. Et c'est pour cela que ce préambule de cette constitution dit il interdit de prendre le pouvoir autrement que par les urnes. Donc, il interdit de le prendre par les urnes. Hier, il était au bout du canot, quand même. Voilà, alors qu'avant, c'était Donc, les Congolais rejettent la logique du pouvoir qui se trouve au bout du fusil pour dire que le pouvoir se trouve dans l'urne. Et donc, c'est là-bas qu'il faudrait aller le chercher. Et ils mettent un corollaire à cette interdiction, c'est qu'ils distribuent le droit de protection de la République, ils le donnent à chacun des citoyens. Ils disent que la résistance à quiconque prendrait les armes, prendrait le pouvoir autrement que par les urnes, toute personne aura le droit de lui résister par tous les moyens nécessaires et ce droit est imprescriptible et inaliénable. Donc là, vous avez le pacte républicain. Et ce pacte républicain, il va prendre corps dans la Constitution du 15 mars 1992. Donc, pour la première fois dans l'histoire du Congo, en 1991, les Congolais vont se retrouver pendant 3 mois à la conférence nationale. Ils vont débattre de tous les sujets, ils vont regarder leur passé par les pays, et ils vont faire une projection de l'avenir, ils vont s'entendre sur la façon de le faire. Avant ces 3 mois de travaux, il y a eu 3 mois de grève avant pour obtenir la tenue de la conférence nationale. Pendant les 3 mois de grève, les Congolais rendent le pays ingouvernable. Donc, dans tous les secteurs, tout le monde participe à la grève.
il n'y a pas de sud, il n'y a pas de nord, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âge. C'est tous les Congolais qui arrivent par ces sacrifices à plier le pouvoir qui ne voulait pas de la tenue de la conférence nationale. Et à la sortie de la conférence nationale, après 3 mois, tous les Congolais sont d'accord. Ils vont faire une cérémonie de lavement de mains. Ouais. Et à l'issue de cette cérémonie, une commission va travailler d'arrache-pied pendant plusieurs mois pour produire le résultat de l'entente des Congolais, qui sera la constitution du 15 mars 1992. Voilà. Et avec cette constitution, tous les Congolais ont appelé à voter la constitution. Le référendum. Toutes les forces politiques, le PCT, le RDPS, l'UPADS, le MCDDI, tout le monde, tous les leaders ont appelé à voter cette constitution. Le président Denis Sassou Nguesso, le président Pascal Lissouba, Jean-Pierre Tzister Tshikaya, Bernard Kolela, David Charles Ganao, tout le monde a appelé à voter cette constitution. Donc là, vous avez l'unanimité des forces politiques, des forces sociales, des forces économiques. Tout le monde est d'accord. C'est ça le pacte républicain. Donc là, on a les éléments de la naissance d'une république. En 1958, c'est une trentaine de personnes, ils étaient 30, qui se retrouvent pendant 30 minutes et adoptent un document qui contient, je pense, au maximum une dizaine de lignes, qui dit « On proclame la République du Congo ». Donc, quand vous faites la comparaison entre ce que 30 individus avaient fait et n'avaient aucun mandat de personne, parce qu'ils n'avaient pas reçu mandat de créer une république. C'était des personnes qui participaient à ce qu'on appelait une assemblée délibérante, l'assemblée territoriale du Moyen Congo, qui devrait s'occuper des affaires locales. Voilà. Et la constitution de 1958 a fait que cette assemblée qui devrait s'occuper des affaires locales, donc c'était comme le conseil municipal de Brazzaville. Donc cette assemblée qui était un conseil municipal qui s'appelait conseil territorial, cette assemblée devient une assemblée territoriale avec des pouvoirs législatifs réduits. Mais avec ces pouvoirs législatifs, ils vont créer la République alors qu'on crée la République avec des pouvoirs constituants. Voilà. Ils n'avaient pas de pouvoir constituant, ils ont créé la République avec des pouvoirs législatifs qui venaient des pouvoirs municipaux. Donc, vous voyez le problème. Alors que, je termine par là, avec la conférence nationale, le processus est différent. La conférence nationale se déclare souveraine. Donc, elle devient souveraine et elle exerce la souveraineté et tout le monde était d'accord avec ça. Donc, c'est là que naît la République et l'acte fondateur, c'est la Constitution du 15 mars 1992. Merci beaucoup, maître. Ça sort des grandes écoles, ça. Ça sort d'une autre réflexion. Merci beaucoup. Ça ne m'étonne pas que vous sortez de l'ENA. Alors, maintenant que vous avez posé cette analyse qui nous fait un flashback d'abord de l'ancienne République aujourd'hui, merci d'abord pour ce travail de réflexion. Est-ce que c'est un travail à livrer à l'État congolais? Mais puisque nous sommes en train de le faire, si nous en parlons, c'est sur la place publique. Merci beaucoup. Alors, donc je vais établir un lien. Dans votre raisonnement, dans votre discours d'hier, après avoir présenté de faire la nuance entre les deux républiques, acter donc la naissance de la République du Congo suite à la tenue de la conférence nationale, vous avez en passant dégagé une idée sur laquelle le Congo devait donc faire rupture avec les liens coloniaux. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi cela et comment vous expliquez cela? Est-ce que les liens coloniaux posent problème au Congo? Je l'explique dans le sens que là, nous parlons de l'indépendance. Les deux choses sont liées. Je vous disais que la France ne voulait pas... Il nous reste 30 minutes. Hein, oui, la France ne voulait pas se départir de ses anciennes colonies. Voilà. Et d'ailleurs,
quand vous parlez de l'indépendance, en 1958, ce que les gens appellent par erreur au Congo les pères fondateurs, parce qu'ils n'avaient rien fondé, je viens de l'expliquer, ils n'avaient pas fondé de république, ils n'avaient pas créé d'État, donc ils ne sont pères fondateurs de rien. Ce qui se passe en 1958, c'est que les populations sont consultées au référendum. Et celui qui acceptait la communauté proposée par la France refusait l'indépendance. Celui qui ne l'acceptait pas prenait l'indépendance. Sékou Touré a conduit le peuple guinéen à refuser de rester dans le giron français et donc à prendre immédiatement son indépendance. Voilà. Le peuple congolais, les dirigeants de l'époque, donc que nous appelons pères fondateurs, ont refusé de fonder la République. Ils avaient refusé. Sékou Touré est un fondateur de l'État guinéen. Youlou, parce que donc les Youlou, Pango et les autres. Tous ceux-là que vous appelez pères fondateurs avaient refusé de fonder la République et de fonder l'État. Ils ont fait campagne contre l'indépendance, donc contre la République. Ils auraient pris l'indépendance et créé la République, ils seraient des pères fondateurs. Mais ils ont refusé de le faire. Ils restent dans le giron français. Il se passe une discussion qui est une discussion que vous pouvez faire, vous pouvez rechercher dans les ouvrages d'histoire. C'est la discussion entre le général de Gaulle et Jacques Foccart, son monsieur Afrique, qui le voyait presque tous les jours. Au cours de cette discussion, il dit au général de Gaulle, vous savez qu'un jour, un noir sera président de la France, et ce sera à cause de vous. Et de Gaulle est surpris, il demande comment ça, pourquoi vous dites ça. Il dit, mais puisque maintenant ils font partie de la communauté oui. Et qu'ils ont désormais la nationalité française, si, puisque leur population croisse plus vite que la population de l'Hexagone, donc, à un moment donné, les populations des territoires d'outre-mer seront plus nombreuses que la population française. Et comme vous entendez faire une évolution pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, ces personnes étant des Français, à un moment donné, s'ils deviennent plus nombreux que nous, il arrivera qu'ils puissent élire le président de la République. Et puisqu'ils ont le droit d'élire, ils ont le droit d'être, ils sont aussi éligibles. Et donc, quand vous aurez une population de la France ou de la communauté qui sera plus importante que la population de l'Hexagone, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Donc, ce que disait Jacques Foccart, aujourd'hui, la France a 68 millions d'habitants presque. Les anciennes colonies d'Afrique seulement représente 154 millions d'habitants. Tu faut qu'on aille vers la rupture, cette rupture. Voilà. Sinon, on va... Voilà, et donc, à ce moment-là, De Gaulle se lève, fait le tour de son bureau et dit à Foccart, qu'est-ce qu'il faut faire? Foccart dit, si on les garde, ça arrivera. L'autre solution, c'est qu'ils sortent de la communauté. On doit mettre fin à la communauté et leur retirer la nationalité française. Et c'est le seul moyen. Et donc, De Gaulle dit, alors, donnez-leur l'indépendance, mais veillez à ce qu'ils ne deviennent jamais indépendants. Et ce qui fera que, dans la précipitation, on va modifier la Constitution de 1958 pour introduire la possibilité que ces pays-là deviennent indépendants. Et c'est une loi dont on ne parle pas généralement, la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, qui est la première modification de la Constitution de 1958, mais qui avait été faite en violation de l'article 89 qui prévoit la modification de la Constitution. Oui. Et de ce point de vue, De Gaulle n'était pas dans une innovation le concernant, puisque quand il modifie la Constitution en 1962
pour rendre le président éligible au suffrage universel direct, il le fait avec l'article 11, alors qu'il devrait utiliser l'article 89. Et donc, là-dessus, De Gaulle viole la Constitution qu'il venait de faire adopter au référendum en faisant adopter la loi du 4 juin 1960 qui donne à ces territoires la possibilité de devenir indépendants. Et le 14 juillet, donc quelques jours après, une quarantaine de jours après, tous les chefs de territoire sont appelés à Paris pour aller signer les traités d'indépendance. Oui. Donc les mêmes qui avaient refusé l'indépendance en 1958 sont ceux qu'on appelle pour venir prendre l'indépendance alors qu'ils ne la demandent même pas. Voilà le processus. Et en contrepartie de ce traité de Matignon du 14 juillet 1960, on signe les accords de coopération et les accords de défense, voilà, mais qui ne seront jamais rendus publics. Et ces accords-là, le contenu, c'est que ce qu'on leur avait refusé en 1960, donc tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, de façon implicite, on le met dans ces accords. Ce qui fait que l'indépendance sera une indépendance factice et ça explique le comportement de la jeunesse en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui se révolte dans le Sahel. Voilà, qui se révolte contre ce que les anciens avaient fait. Et lorsque vous comprenez ce qui se passe, c'est que d'une part, on avait des personnes, des populations illettrées, naïves, des dirigeants moyennement instruits qui ont fait des choses qui accablent les peuples jusqu'aujourd'hui, et les nouveaux dirigeants, les personnes aujourd'hui possédant la connaissance de ces choses ne peuvent pas rester inactives face à cela. Et donc, on comprend pourquoi dans ces pays-là, la nouvelle génération entre sur scène pour rétablir les choses. Et au Congo, je pense que la nouvelle génération doit monter au créneau pour assumer le destin de la nation et donc remettre le pays sur les rails, le ramener sur le droit chemin. Effectivement, dans votre communication dans ce sens, vous l'avez déjà introduit. Vous avez fait appel à la nouvelle génération de prendre les responsabilités, leurs responsabilités, vous les avez comme fait rêver, afin de changer la donne. Oui. Alors, quelle est la vision? Quelle est l'ambition, votre ambition? C'est de restaurer la République. Il faut restaurer la République parce que il y a, je pense, un mois en arrière, le prix Nobel d'économie a été attribué à 3 personnes, 3 Américains, qui, selon la communauté internationale, ont trouvé la cause du sous-développement et de la pauvreté. Et ces personnes, avant ce prix Nobel, avaient écrit un ouvrage qui, je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, mais l'ouvrage, il dit pourquoi les nations échouent, pourquoi les nations riches sont de plus en plus riches et les autres sont de plus en plus pauvres. Et la réponse, vous savez, c'est quoi? Les institutions. La réponse que ces experts économiques ont trouvée, ces économistes, 3 prix Nobel, leur réponse, c'est que la cause du sous-développement, la cause de la pauvreté, ce sont les institutions. Les institutions, c'est quoi? C'est la République. Les institutions, c'est quoi? C'est la monarchie. Vous devrez choisir. Soit vous êtes une monarchie, soit vous êtes une république. Mais quand vous dites que vous êtes une république, ce n'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous levez et puis vous dites « je suis milliardaire, donc je suis milliardaire ». Non. Vous êtes une république, vous devez remplir les critères de la république. Vous devez vivre la république comme il se doit. Vous devez la vivre. Voilà. Et les critères de la république, c'est ce que nous avions choisi en 1991. Et ce que nous avions choisi en 1991, c'est par exemple que l'argent public est public, il ne peut pas devenir privé. Et s'il devient privé, ça se fait par des mécanismes de marché public, par exemple, mais il ne devient pas privé par des mécanismes qui ne sont pas prévus par la loi. Et quand vous voyez la pauvreté qui existe dans notre pays aujourd'hui, on ne s'en cache pas. La cause, c'est quoi? C'est parce que les institutions ne fonctionnent pas correctement. Là où vous avez la corruption,
c'est qu'il n'y a pas d'institution ou que les institutions ne fonctionnent pas correctement. Qui parle de corruption au Congo? Tous les organismes internationaux. Il n'y en a pas un seul qui manque à l'appel. Tous les organismes vous disent des institutions corrompues. Et quand vous avez des institutions corrompues, il n'y a plus de république. Et donc, nous devons restaurer la République si nous voulons vaincre la pauvreté, nous voulons vaincre le chômage, nous voulons vaincre tous les problèmes que nous avons. Nous devons commencer par restaurer la République et donc rétablir les institutions dans leur quintessence. Ce travail est indispensable parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la République, ça n'a d'ailleurs jamais été la République. Si vous habillez un singe en costume, il ne devient pas un bel homme pour autant. Il sera un beau singe, peut-être, mais il ne deviendra pas un bel homme. Or, de 1992 à 1997, l'actuel parti au pouvoir a perdu toutes les élections. Toutes. Le PCT, vous voulez dire? Le PCT a perdu toutes les élections entre 1992 et 1997. Il est revenu au pouvoir par les armes. Donc, en violation du pacte républicain. Nous avions dit que plus jamais cela. Et ils ont violé ce pacte républicain. Et d'ailleurs, on a traité ce pacte républicain comme un chiffon qu'on a plié et qu'on a jeté. Malheureusement pour eux, la République est un esprit et l'esprit ne meurt pas, la République ne meurt jamais. Dès lors que les gens ont connu la République, ils ont goûté, qu'ils ont connu la liberté, il n'y a pas de marche arrière sur le chemin de la liberté. Celui qui a été libre une fois n'acceptera plus jamais l'esclavage, il voudra toujours de la liberté. Donc l'esprit républicain, il existe toujours. Et donc, il faut sauver cette République. Ce parti qui a perdu toutes les élections pendant le laps de temps qu'a vécu la République, curieusement ensuite, a gagné toutes les élections depuis qu'il est revenu au pouvoir par les armes. Toutes ces victoires ont une odeur de poudre. Parce que, souvenez-vous, au lendemain de l'élection de 1992, il n'y avait aucun militaire en armes dans la rue. Aucun, même pas un seul, en armes dans la rue. Et quand les résultats ont été proclamés, c'était la liesse populaire. Depuis 1997, au lendemain de chaque élection présidentielle, l'armée est dans la rue. Le référendum de 1992, il n'y a eu aucune goutte de sang, même pas une seule. Et donc, vous comprenez que la République dont je suis en train de parler, quand je dis qu'il faut restaurer la République, c'est parce qu'à partir de 1997, on a habillé le singe en costume. Donc, toutes les parodies qui ont eu lieu, Constitution de 2002, 2015, ainsi de suite, et on dit République, on fait quelques parades des élections qui sont annoncées, et donc vous savez, on a habillé le singe en costume. Le texte, oui, vous le dites, hein, ça c'est ce que vous dites. Le texte est là, c'est une nouvelle culture. On sort de la conférence nationale, nous avons une constitution que vous marquez bien comme étant la naissance même de la République au Congo, mais l'applicabilité pose toujours problème pour un peuple qui vient de loin. Hegel l'explique dans la marche de l'histoire des nations. Ça peut s'expliquer par des dons de scie, ça monte, ça descend. C'est une nouveauté, nous avons une conscience, mais l'application doit poser problème. Est-ce que ça ne demandait pas du temps et le texte, l'expérience pour y arriver? Est-ce que c'est pas ce que nous sommes en train de vivre? Mais il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience, mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait se débarrasser de la République. On ne dit pas que la République aurait suivi une ligne droite. Non, il n'y a aucune République dans le monde qui a suivi une ligne droite. Toutes les républiques sont confrontées à des problèmes. La preuve, la France est à sa 5e République. Voilà. Et on parle de 5e parce que dans son histoire, il y a eu des va-et-vient. Et la République en France est morte, enfin pas morte, elle a été, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur. La République en France a été malmenée. La première République
est tombé sous les coups de boutoir des révolutionnaires eux-mêmes et ensuite de Bonaparte. Voilà. Et après, il y a eu une deuxième jusqu'à la 5e. Donc nous avons une république qui est née, qui a connu des coups de boutoir de 1997. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ces coups de boutoir qu'on doit perdre l'esprit républicain ou se perdre. L'esprit que nous avions retrouvé de symbiose nationale de 1992, cet esprit-là, il faut le retrouver. Il faut une république qui est acceptée par tous les Congolais et qui permettra de faire fonctionner les institutions, de lutter contre la corruption et de résoudre les problèmes du pays. De vous parler de la restauration de la République. Il faut la restaurer et c'est la mission de la nouvelle génération politique. Voilà. Parce que l'ancienne génération ne va pas restaurer la République. La preuve, c'est qu'elle est en train d'essayer de l'enterrer. Parce que la loi de 2010, jusqu'à 2010, on n'a jamais célébré la date du 28 novembre comme celle de la République. C'est à partir de la loi de 2010, la loi du 27 novembre 2010, qu'on a choisi la date du 28 novembre comme celle de la République. Est-ce que ceux qui ont fait ça l'ont fait intentionnellement? Je ne saurais l'affirmer, mais je peux simplement constater que ceux qui ont fait ça sont ceux qui ont écarté la République. Parce que c'est le pouvoir qui a arrêté la République en 1997 qui est allé chercher la date de 1958, du 28 novembre, pour la présenter au peuple comme la date de la République. La date de la République, c'est le 15 mars 1992. Merci beaucoup. On sort un peu du contexte historique. Merci, maître, de nous faire voyager dans ces choses. En tout cas, c'est une réflexion qui est mise à la table des politiques, la table des juristes. Il faut dire la table d'élite et surtout les politiques, parce que ce sont les pratiquants de la politique. Le débat ouvert à propos. Alors, nous allons partir du côté de la régie, suivre les grands moments de votre communication. Ensuite, avec le temps qui nous court déjà, nous allons tenter de soutirer la quintessence de ce que vous avez dit. La régie, s'il vous plaît. Maître Charles Anicet-Poitier Amar appelle la nouvelle génération à prendre sa responsabilité en main pour lutter contre les mauvaises pratiques qui freinent l'épanouissement de cette couche sociétale. La nouvelle génération au Congo ne peut pas continuer à dormir sur ses lauriers alors que l'heure est à la mobilisation. Nous devons répondre à l'appel de l'histoire. Nous devons apporter notre pierre à l'édification du monde nouveau qui se profile à l'horizon pour une plus belle humanité, vivant en harmonie avec la nature et les autres créatures. En rupture avec les liens coloniaux et à l'appel d'une nouvelle élite politique, cet avocat de formation n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il affiche une détermination d'un changement au niveau des relations avec la France et au niveau local. En Afrique de l'Ouest, les peuples qui ont subi les mêmes mésaventures que nous en 1958 et 1960 règlent aujourd'hui leur compte avec la France en se réappropriant le destin qu'on a tenté de leur voler par des manœuvres dolosives. À l'intérieur, comme dans la diaspora, des efforts et des sacrifices innombrables ont été consentis pour sauver et restaurer la République. À tous ceux qui ont la foi républicaine, à la nouvelle génération, nous disons que c'est le temps de l'action et de la persévérance, pas du découragement. Face à la presse, Maître Charles Anicet-Poitier a passé au peigne fin les questions électorales, économiques et de la responsabilité des jeunes. Penser qu'il y aura une élection en 2026, c'est supposer qu'il y a eu une élection en 2021 ou qu'il y en a eu une autre avant. Le droit au crédit sera élevé au rang de droit fondamental constitutionnellement protégé. Il sera garanti par l'État à travers des mécanismes d'assurance et de réassurance. Des juridictions spécialisées dans le crédit seront créées
pour dire rapidement le droit en cas de contestation. La banque ou l'institution financière qui se contentera de collecter l'épargne des Congolais sans distribuer le crédit perdra son droit de cité dans la République. L'orateur va jusqu'à définir ce qu'il appelle lui-même la Nouvelle République. Qu'en est-il réellement? La Nouvelle République sera celle qui protège le pouvoir d'achat des personnes et des familles contre les assauts du gouvernement. Il est déjà inconcevable d'être pauvre dans un pays riche. Il est encore plus inacceptable d'être appauvri par un gouvernement gaspilleur. Des mécanismes juridiques seront prévus à l'effet d'anéantir, pour illégalité ou inconstitutionnalité, les décisions des pouvoirs publics touchant au pouvoir d'achat des ménages quand il existe des alternatives. Maître Charles Anissé Poitier-Amar, pour lui, seule la nouvelle génération peut faire bouger les lignes. Voilà. En tout cas, M. Poitier, après cette lecture purement historique, je veux dire, de notre République, vous avez, comme dirait les plus enfoncé dans le clou. Parce que la question, c'est de savoir comment vous allez faire. Mais à vous entendre, c'est comme si vous êtes gouverné par des ambitions politiques. Vous parlez de Nouvelle République, vous présentez la vision, ce qu'elle doit être. Vous faites d'abord le procès de l'ancienne République, vous plongez dans la Nouvelle République et vous passez à la manifestation de cette République, telle que vous venez de démontrer. Vous choisissez un corps qui devait magnifier cette République, c'est la jeunesse. D'abord, vous avez dit avec les anciens, vous n'attendez à rien, vous attendez de rien. Mais cette République avec qui? Mais quand je vous entends, l'impression que ça donne comme si vous êtes gouverné par des ambitions présidentielles. Est-ce une vision politique déjà? Est-ce une vision présidentielle? Le temps... Vous pouvez arranger le micro vers vous. Le temps de cette décision viendra. Pour l'instant, la priorité, c'est la restauration de la République. Parce que il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Le président de la République, je viens de le dire, il est président de la République. Donc, il ne faut pas penser à l'élection présidentielle là où il n'y a pas de République. Nous devons d'abord restaurer la République. C'est la priorité pour l'année 2025. La nouvelle génération devra prendre ses responsabilités pour restaurer la République sous une forme nouvelle, donc créer la nouvelle République. Dans d'autres pays africains, des personnes ont pris leurs responsabilités, ont entendu le peuple et ont pris leurs responsabilités pour changer le cours de l'histoire. Dans ce pays qui regorge de cadres de tous les niveaux, de toutes les formations, dans ce pays qui est habité par un peuple courageux, parce qu'il faut reconnaître que le peuple congolais est très courageux. L'on a tendance à penser que c'est un peuple affable, un peuple paresseux, mais c'est un peuple politiquement dynamique. Un peuple politiquement dynamique. Quand vous connaissez... Il nous reste 6 minutes, hein. Je vous en prie. Oui, c'est un peuple dynamique et avec les cadres qui existent à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons, on ne peut plus se poser la question de savoir s'il faut agir ou pas. Il faut agir. Et pour cela, la priorité, c'est de construire, de restaurer la République sous une forme nouvelle, donc bâtir la nouvelle République et en son sein, les choses reprendront telles qu'elles se sont passées en 1992, des élections libres et transparentes dans lesquelles tout le peuple congolais s'exprimera librement et sera satisfait des résultats des urnes. C'est vers cela qu'il faudrait aller. Voilà, un souhait, une vision. Alors, maître, vous êtes en face d'un système qui est aussi vieux, qui fonctionne comme il se doit. Vous savez apporter la matière. Est-ce que vous arrivez à établir les rapports de force
Sinon, une nouvelle république avec qui? Mais vous parlez d'un système qui est face à un peuple. Ce peuple a déjà vaincu ce système en 1991. Le peuple congolais a déposé le président Youlou en 1963. Les cadres congolais ont poussé le président Massamba Deba à la démission. Des militaires congolais ont assassiné le président Marien Ngouabi. Des cadres congolais ont déposé le président Yombi Opango. Le peuple congolais et des cadres congolais ont déposé le président Sassou Nguesso. Donc, si cela s'avère nécessaire, je dis que c'est un système qui est face à un peuple. Et l'idée a déjà été annoncée dans le passé. Aucune force n'est assez forte pour résister à une idée dont l'heure est venue. Et personne n'est jamais assez fort pour être plus fort qu'un peuple. Donc quand vous m'annoncez le système, je vous renvoie au peuple. Un peuple qui a déjà fait l'histoire et qui est toujours prêt à la refaire. Est-ce qu'à présent, vous avez pris certaines initiatives? Quand même, la République est gérée. Quand même, vous avez du mal à écouter ce mot dans la façon d'agir, selon vous. Mais la République a géré. En tant qu'intellectuel, je vous le sais, je sens votre poigne. En tant qu'élite, est-ce qu'un pas a été fait vers les institutions congolaises ou les officiels ou certains partis politiques pour en discuter? Je viens en parler avec vous, c'est ce qui se fait en République. On parle sur la place publique. Là, je suis sur la place publique. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je sais que je crée là l'insatisfaction, vu le temps. Il y a beaucoup à dire. Le temps viendra en tout cas, nous puissions creuser encore avec vous, parce qu'il y a beaucoup à dire à propos. Alors, Maître Poiti, je vous remets la parole pour votre mot de la fin, circonstanciellement bien sûr. Mon mot de la fin ira dans deux directions. La première direction, c'est que vous n'avez rien de mieux qu'une république pour organiser la vie collective. Nous devons faire société et cela n'est possible qu'en nous appuyant sur des principes acceptés par tous et largement partagés. Et cela s'appelle la République et il est donc nécessaire de la restaurer parce que c'est au sein de la République que chacun vit pleinement son humanité, vit et exprime tout son potentiel qu'il peut mettre à la recherche de son propre bonheur et à la construction du bonheur des autres. Mon deuxième message, partant de cette nécessité de la création de la nouvelle République, c'est de lancer un appel à la nouvelle génération. Il est temps pour elle de faire sa part de l'histoire. Voilà, je vais dire un dernier mot. Dans quelle peau vous vous êtes senti au sortir de cette émission? Vous débitez des choses, vous êtes senti dans quelle peau? Dans la peau de l'intellectuel, dans la peau de l'avocat ou dans la peau du politique? Dans la peau du citoyen. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, ce qui a été de l'échange que nous avons eu sur ce discours de la République qui a été livré hier face à la presse à la place de Brazzaville à l'hôtel Saphir. Nous avons convoqué donc cet invité pour éclairer donc l'opinion sur ce discours qu'il a eu à tenir. Vous avez eu la quinquintance. J'invite donc sur ce plateau l'élite, les intellectuels, les politiques, en tout cas les sachants, parce que la matière est quand même lourde. Il faudrait bien qu'on creuse dans une société, nous allons nous lancer dans la réflexion, surtout qu'il s'agit des questions de la République. Je pense que matière vient d'être donnée aux partis politiques, matière vient d'être donnée à la diplomatie congolaise, matière vient d'être donnée en tout cas à l'opinion. Voilà. Nous fonctionnons par les idées, nous vivons par les idées. J'attends donc vos retours. Maître, tout le plaisir est à moi, en tout cas de vous avoir essoré. Merci de m'avoir invité. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.